Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Donc bonjour et bienvenue dans la psy du business. Alors moi, c'est Marie Marchand, psychologue et docteur en psychologie. Et aujourd'hui, on est ensemble dans un épisode Entreprendre à nu. Mon invitée s'appelle Pêche. Pêche, qui était une ancienne marketeuse issue d'une grande école de commerce. Elle a tout quitté pour créer Pêche et Églantine, un espace d'accompagnement pour les entrepreneurs du bien-être et de l'accompagnement. Et ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est ce qu'on doit déconstruire en soi pour oser l'authenticité qu'on prône ensuite. Et ce que ça révèle rétrospectivement de ce qu'on portait peut-être sans le savoir. Voilà la thématique. Pêche, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis très heureuse d'être avec toi, avec vous aujourd'hui. Je suis coach d'entrepreneur, coach business, comme on peut dire. Je suis consultante en marketing. Voilà, je donne aussi des formations en école de commerce. J'ai plein de petites casquettes, mais on va dire que le cœur de mon activité, en tout cas, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs, celles qui ont un projet dans les tripes et dans le cœur, à lui donner vie, à le faire grandir, à le faire s'épanouir, à l'amplifier aussi, avec cette spécificité de me baser sur qui elles sont. Pour moi, on a tous quelque chose à apporter et l'entrepreneuriat nous permet ça, nous permet en fait d'incarner dans la matière ce qu'on a à l'intérieur de soi. Tu l'as dit, tu as fait une grande école, donc tu as, je suppose, un bon salaire, un statut qui va avec. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu as réalisé que ce que tu portais, c'était, le regard des autres, les croyances peut-être des autres et pas forcément le tien? Je pense que c'est plus la prise de conscience que je n'accordais pas d'importance à mon regard, à mes ressentis, qui a vraiment fait le shift. Tu vois, c'est pas tant le regard des autres parce qu'il existe, il est là. Je pense qu'il est nécessaire aussi, en tout cas, on se construit comme ça tout au long de notre vie. Tu nous le diras peut-être après, mais moi j'ai cette sensation-là de on en a besoin, que ce soit pour nous mettre des barrières, que ce soit pour nous confronter, que ce soit pour se dire aussi je ne veux pas être comme ceci ou comme cela. Donc un regard des autres qui peut être porteur et pas juste destructeur ou inhibiteur. Ce qui a été ce déclic de prendre mes clics et mes claques justement de effectivement la grosse entreprise dans laquelle j'étais en CDI, marketing, communication, gros salaire et compagnie, super de belles opportunités à venir, de belles responsabilités et en même temps quel est le regard que moi je porte sur moi-même? C'est comme s'il n'existait pas ou qu'il n'avait pas d'importance ou que je me posais pas la question. Enfin, je me suis dit non, il est temps que ça change. Et quel regard j'ai envie de porter sur moi-même? Quelle femme j'ai envie d'être? C'est ça qui a vraiment, qui m'a décidé à changer. Ah, c'est intéressant parce que tu fais vraiment la différence entre le regard des autres qui n'est pas forcément là pour mettre des bâtons dans les roues ou pour nous déstabiliser. Ces valeurs introjectées, ce sont donc les valeurs absorbées de l'extérieur, donc de tes parents, de l'institution, du milieu social dans lequel on vit. On les a pas forcément choisies, ces valeurs-là. Et quand on les suit, ces valeurs-là, on peut forcément ressentir une forme de résistance si on n'est pas aligné, bien sûr, avec ces valeurs. Donc une résistance, une fatigue, peut-être un sentiment de désalignement, d'imposture. Et la question, ce que je trouvais intéressant dans la manière dont tu l'as perçu toi, la question qui se pose, c'est pas comment être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, mais plutôt à la hauteur de quoi est-ce que moi je veux être vraiment. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment tu vivais ça au quotidien, physiquement, émotionnellement? Est-ce qu'il y avait des symptômes, des signaux que ton corps t'envoyait pour te dire que bah, tu étais peut-être pas à ta place? De ce que je me rappelle, un ressenti, une mémoire de lourdeur, de fatigue, de lassitude, en fait. Tu vois, et je me souviens que j'arrivais le matin de plus en plus tard, je repartais le soir de plus en plus tôt. Je faisais des pauses café toutes les 3 minutes dès qu'on me proposait. Et ça, je sais que c'est des comportements qui ne me ressemblaient pas. Donc, tu vois, mon corps m'a parlé dans la lourdeur, la fatigue, mais aussi dans mes comportements qui, certes, restent conscients, et en même temps, c'est comme si c'était plus fort que moi. Tu vois, que j'y arrivais plus. Plus pareil. Alors que je suis une nana hyper dynamique, hyper énergique, toujours là pour aider, pour avancer, pour faire plus. Et là, je me retrouvais pas. Et je sentais que je n'étais plus moi. J'étais un robot qui lui-même commençait à perdre en énergie.
Oui, une forme de dissociation entre qui tu étais vraiment et puis, ce que tu devais être, dans ce milieu, C'est ça. En marketing, tout cas, école ce de que je commerce. croyais Mmh. devoir être et ce que je m'obligeais à être, parce qu'on a beau euh, devoir être comme, enfin, croire qu'on doit être comme ça, il n'y a aucune règle. Et c'est pas parce que les autres le Bien font, sûr. et effectivement, tout le monde dans la boîte, un peu même stéréotype, bah, j'étais pas obligée de faire pareil. Donc ça reste moi qui m'obligeais d'une certaine manière à prendre ces masques, à porter ce costume-là. Mais ça reste un choix personnel, tu vois. Pour moi, dans ce cas-là, c'était aussi de ma responsabilité de me dire j'ai plus envie de faire semblant, de porter ces masques, d'être comme tout le monde, juste parce que tout le monde est comme ça. Tout à fait et tu l'as dit dès le départ, ce qui m'apporté, c'était, plutôt cette sensation de lourdeur, de pesanteur dans le corps. Le corps, est toujours le premier à parler, ça c'est sûr. Il a cette capacité à signaler qu'un état intérieur est vraiment insoutenable, même quand le mental essaye peut-être de rationaliser, de minimiser, de tenir malgré tout, coûte que coûte. Donc en neurobiologie, on c'est ce qu'on observe dans ce type de situation, c'est une activation vraiment chronique d'un état de stress du coup, qui va créer une sécrétion de cortisol qui va être maintenue, cette sécrétion, trop longtemps et ce qui fait que le corps va être en survie en permanence et là, dans cette situation-là, bah, quand l'environnement est contraire à tes valeurs, le système nerveux va interpréter ça comme une menace et il va activer les mêmes réponses biologiques, que face à un danger physique. Donc ça effectivement, ça a des répercussions, bien entendu, Mm. aussi sur sa santé. Est-ce qu'il y avait à l'époque, une part de toi qui résistait à partir, qui avait peur peut-être de décevoir, peur du regard des autres, je sais pas, peur de rater une belle vie, toute tracée avec, le salaire qui va avec? Est-ce qu'il y avait une petite Mm. résistance, une tension? Oui, et tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'elles m'ont énormément appris sur moi aussi, Mmh. sur qui je suis, sur ce qui comptait, en tout cas sur ce qui me drivait plus ou moins consciemment. Et tu l'as cité, il y avait la peur de décevoir, notamment mes parents, qui avaient eux aussi trimé pour, même si je travaille, on va dire, en petit job étudiant depuis mes 18 ans, mais néanmoins, c'est aussi grâce à eux que voilà, j'ai cette niaque-là et j'avais envie d'être à la hauteur de ce qu'ils projetaient, de la petite fille parfaite que j'ai toujours voulu être par le passé et je pense encore maintenant, enfin, j'ai grandi comme ça. Donc, j'ai beau avoir déconstruit des choses, il y a toujours un bagage qui reste. Donc oui, il y a la peur de décevoir mes proches, ceux pour qui le regard compte vraiment. Et il y avait aussi à côté de ça la peur d'échouer. Parce que ça m'a permis de comprendre qu'en fait, tout ce que j'ai fait depuis à peu près toujours, je l'ai réussi. Parce que je m'en donnais moyens et que c'était plus ou moins, pas facile du tout, mais mesurable et entre mes mains. Alors que là, se lancer dans l'entrepreneuriat, Mmh. à son compte, être toute seule, c'est ne rien maîtriser. Ce que l'on fait, certes, mais aucune idée de comment le marché va réagir. Est-ce que les clients seront là? Est-ce que c'est pertinent par rapport aux besoins, aux problématiques, à la concurrence? Et on peut avoir beau, on a beau faire des plans sur l'arcomètre, des business plans dans tous les sens, tant qu'on ne se confronte pas à cette réalité-là, on ne sait pas. Et en même temps, c'est dans ces avancées et ce mélange de stratégie et de concret et cette itération en fait entre les deux qu'on déploie sa réussite, qu'on apprend à se connaître et surtout aussi qu'on ressent la fierté et la confiance à l'intérieur de soi. C'est dans cette incertitude, et pour moi la confiance en soi, c'est vraiment ça, c'est ne pas savoir si on va réussir, mais savoir qu'on sera là pour tout donner pour réussir. J'ai peut-être pas toutes les compétences, mais je vais faire en sorte de les acquérir. En tout cas, je vais faire de mon mieux et je sais que je serai là à mes côtés. Cet apprentissage-là de je peux me faire confiance quoi qu'il arrive, je pense qu'il m'aura apporté et apporté énormément tout au long de ma vie. Dans la version officielle, on sait qu'il faut partir, on sait qu'il faut, faire autre chose en fait, hein. Tes valeurs te disaient qu'il fallait aller vers autre chose donc et on part, OK. Mais, la réalité, psychique, psychologique, bah, c'est que, même les vies qui sont, qui nous ressemblent pas, qui nous étouffent, même celles-là, elles nous tiennent parce que, c'est prévisible. Tu me parlais de cette histoire de contrôle, on lâche le contrôle. Donc même si c'est douloureux, c'est prévisible, c'est moins menaçant, on va dire, pour le système nerveux que, ce qui est inconnu. Et partir, c'est sûr, c'est choisir l'incertitude et l'incertitude active plusieurs peurs, indépendamment bien sûr de la valeur de la décision, hein, qui peut être tout à fait, légitime, portée, mais ça va activer, ces peurs-là. C'est vraiment la tension
entre le désir de quitter quelque chose, l'élan de quitter quelque chose et la peur de le faire. Et ce chemin-là entre les 2 est vraiment, intéressant justement pour déconstruire. Toi, tu parles de déconstruire par l'action, par l'expérience, qui fait qu'on va apprendre à se refaire faire confiance aussi à activer d'autres choses. Alors toi, tu as tout quitté, en même temps. Tu as quitté ton boulot, tu as quitté ton appart, ta région, donc ton environnement, ta famille, tes amis. Donc ça, c'est beaucoup à la fois. Pourquoi, autant et pourquoi surtout tout ça en même temps? C'est intéressant, je me suis jamais posé la question comme ça. Je pense que j'avais besoin d'un nouveau livre, d'ouvrir un, tu vois, pas juste tourner une nouvelle page, mais au moins un vrai gros chapitre, de tout changer, de me retrouver, d'enlever tous les costumes et tous les masques et Mmh. tous les faux semblants que je pouvais avoir, et vraiment de m'autoriser à une nouvelle vie tout en gardant le bagage et les bases et la stabilité qui était ma famille. Enfin, tu vois, j'ai pas fui, mais j'ai Mmh. eu besoin d'avancer. Et c'était vraiment ça. J'ai pas envie de rester là dans une espèce de stagnation où j'étais bloquée dans une posture. Tu vois, comme quand tu rentres chez tes parents, tu redeviens un peu l'enfant d'eux. Mais du coup, j'ai besoin de pouvoir tout enlever, me retrouver, me redécouvrir, être quelqu'un d'autre, en tout cas être celle que je suis peut-être un peu plus au fond. Ce que tu décris là, ça ressemble pas à de l'impulsivité, je laisse tout tomber et puis, on verra bien, ce qui va devenir. J'entends du moins, je sais pas si c'est juste, hein, quelque chose de l'ordre d'une forme d'intelligence en fait, intelligence intuitive au changement. Parce que quand, quelqu'un modifie quelque chose, une seule, variable de sa vie, ça peut être, le travail, mais pas forcément l'environnement social, pas forcément les relations, pas forcément le lieu. Bah, l'ancien système de croyance, l'ancien système de comportement va se maintenir et l'entourage va peut-être continuer à renvoyer l'image de, qui tu étais. Le contexte physique aussi va réactiver peut-être les mêmes schémas, les mêmes croyances et là, tout changer, en même temps, bah, c'est créer une rupture, une Mm. rupture du contexte totale. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être déstabilisant, OK. C'est peut-être aussi vécu comme excessif, je sais pas, du point de vue de l'entourage, mais c'est aussi souvent la seule façon de vraiment sortir d'un schéma, parce qu'on se transforme pas, je pense, dans les mêmes conditions qui nous ont portés, qui nous ont formés. Donc dans les premiers mois après ce saut vers l'inconnu, ce saut vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Est-ce que t'y attendais? Tout a été dur et j'ai été en même temps tellement heureuse, tellement excitée, tellement fière de moi, tellement remplie d'idées, d'enthousiasme et de joie que j'ai pas vécu les difficultés. Enfin, ça peut paraître très bizarre, mais j'ai pas vécu des difficultés qui m'arrêtaient vraiment. Je trouvais des solutions et je me souviens que je me formais énormément. Je faisais énormément de recherches sur les moteurs de recherche et compagnie, sur YouTube. Je regardais des tutos. J'ai énormément appris à cette période parce qu'en fait, je pense que je faisais face effectivement à énormément de questions, de blocages, de doutes, de difficultés, mais qu'à chaque fois, je me disais, OK, comment enfin, je la dépasse? Et du coup, ça a été beaucoup plus une période d'apprentissage que de difficultés vécues. La phase liminale, c'est la phase entre 2. En fait, c'est ni tout l'un, ni tout l'autre, c'est on a quitté l'ancien, il y a ce petit truc un petit peu inconfortable, mais on n'est pas tout à fait encore dans le nouveau et cette zone-là, l'entre-deux, en fait, le moment où tu vas te reconstruire vers le renouveau, c'est une zone très, exigeante au niveau psychique parce que, elle active pas mal de choses et pour, le système nerveux, bah, le système nerveux, lui, il déteste l'ambiguïté. Il veut que ce soit clair. C'est ça ou ça, c'est connu ou inconnu, c'est sûr ou dangereux, c'est contrôlable ou incontrôlable et l'entre-deux, c'est rester en activation permanente, en fait, sans pouvoir vraiment se résoudre. Donc pour certaines personnes, ça peut être d'autant plus, difficile. Moi, j'entends que dans ton parcours, il y a eu plutôt cet esprit d'apprentissage continuel qui t'a peut-être aidé justement à passer ces difficultés et justement, c'est paradoxalement tout ça, c'est une opportunité puisque c'est à partir du moment où on peut nommer toutes ces difficultés, ces croyances, ces peurs, qu'on peut bien sûr avancer et les travailler. En y repensant, en t'écoutant, je me dis que peut-être je voulais pas voir les difficultés. Tu vois, je sais que dans ma personnalité, plutôt que m'y confronter, alors là j'ai trouvé des subterfuges, mais peut-être que je voulais pas me dire que j'étais en difficulté. Je sais pas si ça peut exister, mais là, me connaissant, je sais que les difficultés m'arrêtent pas et qu'en même temps, me confronter à une énorme difficulté où j'ai très très peu de chances de réussir. Je sais que là, par contre,
mon corps, mon ego, mon système nerveux, je ne sais pas qui et quoi est à l'œuvre. Mais là, je vais peut-être avoir plus de résistance. Alors aujourd'hui, Pêche, tu accompagnes des entrepreneurs à être authentiques, à se différencier avec, sincérité. Mais pour toi, qu'est-ce qui a nécessité, de, déconstruire pour en arriver là? Pour prôner cette authenticité, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû ou pu déconstruire, de ton côté pour toi? Cette posture de la petite fille parfaite dont je parlais tout à l'heure et accepter de parfois être, j'allais dire une connasse, c'est un peu ça l'idée, de, de, de ne pas être toute lisse, de ne pas être parfaite, d'avoir énormément de failles, d'avoir parfois un immense ego dans un monde en plus, dans le bien-être, dans l'accompagnement, dans la spiritualité, où on dit, bah voilà, l'ego, il faut l'effacer, etc. Moi, je sais que par exemple, encore aujourd'hui, hein, dans mon métier au quotidien, ça se voit peut-être un peu moins, je le dompte différemment. Mais par contre, il est extrêmement expressif dès que j'entre dans une salle de sport. Et je sais que là, pour le coup, j'ai un ego immense. Et alors, je l'aime bien. Et j'ai appris à en sourire, à en rire. Ces choses parfois un peu hurluberlues, ou pourquoi tu as besoin de prouver ça, en fait? Tu sais que c'est ridicule, tu sais que c'est très superficiel, tu sais que t'as rien à prouver. Et pourtant, tu as envie de faire le truc de plus. Donc ouais, je pense que remettre mon ego à sa place et là dans le sport, je sais qu'il dérange personne, entre guillemets, et qu'il est très bien. Et comme ça me permet de l'avoir quelque part et de pouvoir être plus apaisée et moins dans ce combat contre les autres ou contre moi dans d'autres sphères de ma vie. Donc ouais, accepter de ne pas être parfaite, de ne pas tout réussir, d'avoir des failles, de parfois décevoir, de ne parfois ne pas être aimée. J'aime pas me prendre évidemment des remarques, des choses comme ça, mais j'aime le fait que ça me prouve que j'ai réussi à aller au-delà de la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de ne pas être aimée. Et c'est plus que ça me rappelle de moi-même plutôt que l'effet que ça fait sur les autres qui est important. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des endroits, dans ton business, dans ton activité où tu joues un rôle, où tu n'es pas totalement toi? Et si oui, est-ce que tu sais pourquoi? Oui, très certainement, et je pense que ce sera très à vie le cas parce que je suis pas un moine bouddhiste ni éveillé, je sais pas quoi. Je pense que c'est le cas, ça revient par phase, dans des phases de fatigue, dans des phases de doute, quand je lance des nouveaux projets, énormément de doutes. Oui, évidemment, donc plutôt par phase que par domaine ou secteur. Personne n'est 100% authentique en permanence, du moins. Je pense à un psychologue social, Goffman, qui a montré qu'on joue tout le temps des rôles selon le contexte, ce qu'il appelle lui la dramaturgie sociale. Et la question, c'est pas est-ce que finalement je joue un rôle, puisque de fait on joue toujours un rôle. La réponse est toujours oui, ok, mais à des degrés divers. Et, je pense que la vraie question, c'est est-ce que je sais où je joue un rôle et pourquoi je joue ce rôle-là? Est-ce que c'est un choix conscient ou alors c'est une réaction peut-être automatique de protection et c'est OK. Ce qu'on cherche à identifier, ça va être plutôt la congruence, cette zone de congruence, les endroits où le faux soi, le faux self refait surface, non par choix, mais par peur, par doute, par inconfort. Et c'est justement ces zones-là qui seront à transformer, à travailler et peut-être aussi les plus précieuses pour un psychologue à observer. Alors, avec le recul, Pêche, qu'est-ce que ce parcours t'a révélé de toi que tu ne savais peut-être pas, ou alors peut-être que tu ne voulais pas savoir? De ce besoin de réussir, de cette peur de décevoir, de cette confiance en moi que je peux me faire aussi, me donner, d'une forme d'intégrité aussi. Enfin, après, comme dit, ça dépend énormément des situations de vie. Mais tu vois, j'ai été heureuse de mes réactions à certains moments face à des difficultés que j'aurais peut-être fui par le passé parce que très émotionnelles ou dans des relations, que ce soit avec des partenaires, des freelances avec qui je travaillais, mon équipe, parfois des clients où on aurait plutôt tendance à fuir ou à me minimiser, à tout accepter et voir qu'en fait je suis capable de faire face. Je suis courageuse et tu vois, rien que de le dire, ça fait bizarre et en même temps je suis fière de pouvoir le dire et le ressentir à l'intérieur. Ce courage intérieur que j'ai découvert parce qu'avant je fuyais la difficulté et où je faisais juste en sorte de réussir et je faisais pas vraiment face à la Mmh. difficulté, à la confrontation.
la façon dont on raconte son histoire, dont toi, où tu racontes ton histoire change aussi à mesure qu'on se transforme et j'entends la transformation. Tu me parles, de courage, avancer avec fierté, vers les épreuves et les relever ces épreuves. C'est à travers ces épreuves qu'on se transforme, que, la rupture, que les peurs, le doute, la désorientation, c'est pas des obstacles, au développement, psychique, c'est souvent des conditions à ce développement-là. Ce que tu as dû traverser, c'était en soi pas des erreurs de parcours, c'était des choix conscients, des choix de courage et c'était peut-être sans que tu le saches, une initiation pour ton développement aussi psychique, pour, ta construction de sens dans ton identité, d'entrepreneur. Est-ce que tu penses que le business que tu as construit, aujourd'hui dit quelque chose de toi, qu'il reflète peut-être quelque chose de ta psychologie, peut-être quelque chose que tu avais besoin de traverser? Est-ce que tu vois un lien entre ce que tu as construit dans ton activité et ta psychologie, qui tu es toi? C'est hyper intéressant comme question. Très certainement, bien sûr, évidemment, en même temps, je suis pas sûre d'en être consciente. Tu vois, je me dis que à analyser, ça doit être hyper intéressant. Oui, ça dit plein de choses de moi, de ma personnalité, de mon indépendance, de ma liberté, de mon besoin de voir des femmes et des humains en règle générale oser se soulever, porter leur voix, prendre leur place. Je pense que ça dit énormément, oui, de Mmh. mes convictions et de mes engagements et de mes valeurs aussi, et surtout. Parce que pour moi, ça fait partie de nous et de ce qu'on crée et de ce qu'on peut apporter aussi. Il y a notre personnalité, il y a notre énergie dont on n'est pas forcément maître. Et puis il y a ces valeurs, cette intégrité que l'on porte, ce pourquoi on se lève le matin et toutes les actions qu'on mène entre-temps dans la journée pour avancer, pour y arriver, pour se déployer. Et donc je pense que ça parle de ça, oui. Mon Mmh. entrepreneuriat et cette posture que j'ai choisie, cette place. Parce que ce qu'on observe presque toujours en psycho, c'est que le business qu'on construit est vraiment lié, profondément lié au complexe qu'on n'a peut-être pas résolu. Le business est une manière de résoudre des choses qu'on aurait peut-être eu des difficultés à résoudre d'une autre manière et on construit peut-être, par exemple, une offre autour de l'authenticité parce qu'on a peut-être été privé de cette authenticité. On peut accompagner des femmes à se libérer peut-être des croyances héritées parce que on les a portées, ces croyances. On peut créer un espace, de permission d'être soi parce qu'on a longtemps attendu cette permission de l'extérieur avant de se la donner à soi. Voilà pour les petits exemples. Alors c'est pas forcément conscient, c'est pas calculé, c'est pas toujours cohérent. C'est la magie du psychisme, hein, rien n'est toujours cohérent et c'est quelque chose que j'observe vraiment beaucoup chez mes clientes. Le business qu'on choisit de construire est rarement neutre, il ne l'est jamais en fait, hein. Il dit toujours quelque chose sur notre histoire intérieure. Souvent, il représente ce qu'on aurait peut-être voulu recevoir soi-même, qu'on a travaillé pour transformer et recevoir ce qu'on se donne soi-même. Si tu devais nommer une chose que tu aurais voulu qu'on te dise peut-être à l'époque, une vérité psychologique, ce serait quoi? Il y a une phrase qui me vient et qui me porte, qui est un peu un mantra pour moi et que j'avais pas de cette manière-là il y a quelques années. C'est la vie est belle quand on la regarde avec amour. Et pour moi, cette phrase, elle me rappelle que tout existe, tout est là, que je le veuille ou pas, que ce soit bon ou mal selon mes valeurs, ma morale, mais que c'est le regard que je porte sur les choses qui va leur donner une forme, leur donner une saveur, générer des émotions à l'intérieur. Et que c'est lui qui compte et lui, j'en suis maître. En tout cas, je peux le choisir de le conscientiser et pourquoi pas de le faire évoluer ou si, voilà, de l'accepter et peut-être d'aller le creuser. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ou contre ça? Donc, ouais, se rappeler que c'est notre regard qui change tout et qu'une même situation est interprétée de milliards de manières différentes parce que on est des individus et qu'on projette tout dans nos pensées à travers notre regard. Est-ce qu'il y a une chose, que tu as mis peut-être du temps à accepter, sur toi, sur ta façon de fonctionner, sur ta personnalité et qui aujourd'hui est devenue une force? Que j'aimais être dans la lumière. Parce que la petite fille parfaite que je croyais devoir être, elle devait pas faire de bruit, prendre de place, être vue. Elle devait laisser la place aux autres, tu vois. Et aujourd'hui, j'accepte d'aimer ça et du coup, j'en ai moins besoin qu'il y a quelques années. J'ai fait la paix avec ça et que parfois j'aime, tu vois, faire des conférences, être sur scène. Et parfois j'aime être dans les backstage avec mes clientes. C'est intéressant parce que justement, ça me fait penser à un concept de l'ombre, donc l'ombre et la lumière et ce retournement dans ce qu'on peut-être on a honte de voir en soi et qui va devenir notre singularité plus tard. Il y a un nom en psychologie analytique, c'est l'intégration de l'ombre et Jung définissait l'ombre comme la partie de nous-mêmes qu'on a mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas peut-être à ce qu'on croyait devoir être.
Donc ce qu'on juge, ce qu'on va minimiser sur soi, hein, ce qu'on va refouler peut-être, ça peut être, je sais pas moi, pour, certaines personnes, cette, sensibilité excessive, la lenteur, la je sais pas moi, la multipotentialité qui va nous empêcher de nous spécialiser, la tendance à l'introversion, dans un monde qui, au contraire, valorise l'extraversion. Ce que la psychologie nous apprend, c'est ce qu'on refoule ne disparaît pas, bien au contraire, il va revenir par la fenêtre, souvent de façon inconsciente, parfois destructrice, ok. Mais quand on arrive à l'intégrer consciemment, à le regarder en face, à lui trouver une place, à le reconnaître comme partie légitime de soi, cette ombre-là peut se transformer en ressource. Par exemple, la sensibilité va devenir une antenne, la lenteur va devenir de la profondeur, la multipotentialité va devenir de la créativité. Et donc l'ombre qu'on a intégrée va devenir le carburant, je crois, de notre singularité. Et ça peut être intéressant pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, de justement travailler sur cette ombre-là pour la remettre dans la lumière et affirmer notre singularité par la suite, hein. Mm, complètement. Pêche, dernière question, si une personne qui t'écoute aujourd'hui est au bord de son propre seau, donc elle sait qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle doit changer quelque chose, mais elle ose peut-être pas encore, il y a des doutes, il y a des trucs qui bloquent, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Peut-être comment agirait l'humain, l'humaine, la femme, l'homme que tu veux être. Celle ou celui qui a le courage, qui a l'audace, qui a la conviction, qui a la confiance, qui a la fierté, qui a l'amour, qui a la joie. Qu'est-ce qu'il ou elle ferait, cet humain que tu veux être et que tu es déjà, juste que peut-être tu ne t'autorises pas encore à être, à incarner, à assumer. Merci beaucoup Pêche pour ta franchise, pour ta profondeur, pour avoir osé aussi raconter l'envers de ton décor. Je rebondis sur ce que tu proposes aux éditeurs, assumer la personne que l'on voudrait être. Moi, je propose également d'observer cette semaine dans votre activité. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous faites encore, une offre, une posture, une façon de vous présenter qui ne vous ressemble peut-être pas vraiment, mais que vous maintenez parce que vous croyez que c'est ce qu'on attend de vous. Alors peut-être juste observer ça, pour voir s'il y a peut-être plus tard quelque chose à transformer. Ce que ça peut dire de vous, de votre identité. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!